Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons en Autriche pour regarder un autre cas triste et assez bizarre. Alors installez-vous confortablement pendant que nous allons dans la Vienne du XXe siècle. Martha Marek est née à Vienne, en Autriche, en 1904. Elle a été orpheline très jeune et a été prise en charge par une famille viennoise pauvre. En 1919, alors qu'elle avait 15 ans, elle a commencé à travailler dans une boutique de vêtements où elle a rencontré un homme apparemment gentil et plus âgé nommé Mortis Fritsch. Il a eu pitié d'elle et l'a prise sous sa tutelle. Il avait 74 ans et était très riche car il possédait un grand magasin. Au début des années 1920, lorsque Martha avait environ 16 ans, elle et Fritsch sont devenus amants. Il a ensuite envoyé Martha dans des écoles de perfectionnement coûteuses en France et en Angleterre. Là-bas, elle était entourée d'argent et de jeunes filles de la haute société qui menaient compte des modes de vie dont Martha avait toujours rêvé. Martha a décidé que ses jours de pauvreté étaient derrière elle et qu'elle aurait une vie pleine de belles choses, comme de grandes maisons, de beaux vêtements et des voitures de luxe. À son retour à Vienne, Martha essaie de nouveau aller vivre chez Fritsch, mais peu de temps après son retour, elle a rencontré un jeune ingénieur séduisant nommé Emil Marek, avec qui elle a entamé une liaison secrète. Lorsque Fritsch est décédé, il a laissé son manoir ainsi que tout son argent à Martha, comme il l'avait toujours promis, et en 1924, Martha et Émile se sont mariés et ont commencé à vivre très confortablement grâce à l'héritage de Martha. Ils vivaient si bien que tout l'argent que Martha avait hérité s'est vite épuisé et il ne lui restait plus qu'une seule option, vendre le manoir hérité. Avec leur mode de vie, l'argent de la vente ne durerait pas car leurs dépenses étaient bien supérieures à tous les revenus qu'ils généraient. Ils devaient soit augmenter leurs revenus, soit arrêter leurs dépenses somptuaires. Le couple n'a pas cessé de dépenser et est vite devenu anxieux à l'idée de trouver de l'argent pour pouvoir continuer à mener le train de vie que leur héritage leur avait permis d'avoir. Martha a élaboré un plan étrange pour obtenir une grosse somme d'argent. Martha a souscrit une police d'assurance sur son mari, ce qui signifiait qu'en cas d'accident, l'assurance verserait une très grosse somme. Le couple a décidé que le meilleur accident serait qu'Émile se coupe lui-même la jambe. Quelques mois après avoir souscrit la police d'assurance, ils ont décidé de mettre leur plan à exécution. Émile est allé dans le jardin pour couper du bois avec une hache. La hache a alors glissé et a frappé sa jambe gauche sous le genou. Il a ensuite crié pour appeler Marthe et elle est sortie en courant. Elle a alors essayé de finir le travail en frappant la jambe de son mari avec la hache. Marthe a alors fait venir un médecin qui, en inspectant la jambe pratiquement amputée, a envoyé Émile à l'hôpital où les blessures étant si graves que les médecins ont terminé le travail et ont amputé la jambe. Marthe n'avait payé que quelques cotisations d'assurance et a fait une demande d'indemnisation, qui était la plus grosse demande d'accident en Autriche depuis la Première Guerre mondiale. La compagnie d'assurance a décidé d'enquêter sur l'accident avant de payer et a envoyé des enquêteurs à l'hôpital. Les enquêteurs ont examiné la jambe sectionnée et vérifié les rapports médicaux complets, qui indiquaient que la blessure avait été causée non pas par un, mais par 3 coups distincts, car les angles des plaies n'étaient pas compatibles avec le fait d'avoir été frappé par la personne censée tenir la hache. Marthe s'était juré à elle-même qu'elle ne reviendrait jamais à la vie de pauvreté qu'elle avait connue. Durant son enfance, et voyant la perspective d'un gros paiement d'assurance s'éloigner, elle a agi très rapidement. Elle a tenté de soudoyer l'un des assistants du chirurgien pour qu'il témoigne que le chirurgien avait délibérément créé des blessures supplémentaires à l'instigation de la compagnie d'assurance. Cependant, l'assistant a demandé plus d'argent. Et lorsqu'il ne l'a pas reçu, il est allé à la police.
Le couple a été arrêté pour avoir conspiré afin de frauder la compagnie d'assurance et de corrompre la justice. Le procès a commencé le 28 mars 1927 et a suscité un immense intérêt public. La sympathie du public était du côté des Maric. Comment un jeune homme pouvait-il se faire une telle chose à lui-même et comment sa femme pouvait-elle l'aider ? Les avis des experts divergeaient quant à savoir si la jambe avait été coupée intentionnellement ou s'il s'agissait d'un accident. La défense a suggéré que le bloc de bois qu'Émile avait été en train de fendre et qui aurait prétendument été retrouvé sur lui par Martha aurait pu frapper la jambe et contribuer à sa section. Le procès s'est terminé le 9 avril avec 2 verdicts. Concernant l'accusation d'escroquerie à l'assurance, ils ont été acquittés. Concernant l'accusation de tentative de corruption des assistants du chirurgien, ils ont été reconnus coupables et condamnés à purger au moins 4 mois de prison. En raison du temps qu'ils avaient déjà passé en détention, les peines ont été considérées comme purgées et ils ont été libérés. Beaucoup de gens sont venus voir le couple lorsqu'ils ont quitté la salle d'audience. La salle était pleine de journalistes et les policiers ont dû leur ouvrir un passage pendant qu'ils se dirigeaient vers le taxi. L'assistant, quant à lui, a écopé d'une peine de 6 semaines pour les avoir écoutés. Ses soutiens se limitaient à des membres de sa famille et à des amis. Dans les semaines qui ont suivi, la compagnie d'assurance a réglé l'affaire en versant 30% de la valeur assurée. Cependant, les Marek ont dû verser plus de la moitié de la somme obtenue aux avocats de la défense et aux experts. Maintenant libres, les Marek ont décidé qu'il était temps de quitter l'Autriche. Alors ils ont déménagé à Alger, où ils ont lancé quelques entreprises, mais aucune n'a réussi à rapporter de l'argent. À ce moment-là, ils avaient 2 enfants et étaient pratiquement ruinés. Alors ils sont retournés à Vienne, où Martha a été obligée de vendre des légumes dans la rue et d'essayer de gagner de l'argent pour nourrir ses enfants, car les possibilités de travail de son mari étaient limitées du fait qu'il n'avait qu'une seule jambe. En 1933, ils ont déménagé dans un quartier pauvre de Vienne, plein de familles à faible revenu. Leur situation financière était tellement mauvaise qu'Émile devait manger avec ses parents pour économiser de l'argent. La nourriture semblait avoir été tout à fait nourrissante, car il était en excellente santé en juillet, lorsqu'il a de nouveau commencé à prendre ses repas avec sa famille. Puis tout à coup, il est tombé malade. Il a perdu du poids et sa vue a baissé. Il a été emmené à l'hôpital et il y est mort le 31 juillet, de ce que le médecin a dit être dû à la tuberculose. À la mort de son mari, Martha a reçu un petit paiement d'assurance. Quelques semaines plus tard, leur fille de 7 ans est morte d'une maladie mystérieuse et, encore une fois, Martha a reçu un petit paiement d'assurance. Les 2 décès ont mis de l'argent d'assurance dans la poche de Martha, et désormais, sa confiance dans le système d'assurance était pleinement rétablie. Au printemps de 1934, elle a commencé à rendre visite à sa grande-tante longtemps négligée, Suzanne Lowenstein, âgée de 67 ans, qui était la veuve d'un chirurgien de l'armée. Madame Lowenstein était tellement flattée par le nouvel intérêt que lui portait Martha que, le 6 juillet de la même année, elle rédigea un Nouveau Testament dans lequel elle fit de sa petite nièce sa seule héritière. Peu après, elle tomba malade. Sa vue baissa, ses cheveux tombèrent. Elle devint également paraplégique. Le 17 juillet, elle est décédée. Martha hérita de la petite fortune de sa tante qu'elle dépensa immédiatement. De nouveau en difficulté financière, Martha décida d'ouvrir la maison de sa tante à des pensionnaires. Elle a accueilli un homme nommé Newman et une dame nommée Madame Kittenberger. La suite habituelle d'événements rapides s'ensuivit. Madame Kittenberger tomba malade. Ses yeux et ses jambes la trahirent. Ses cheveux tombèrent. Le 2 juin, elle était morte et 4 jours plus tard, Martha présenta la police d'assurance vie à la compagnie d'assurance. Le fils de Madame Kittenberger, Herbert, se rendit chez Martha et l'accusa furieusement d'être une meurtrière. Elle le fit arrêter, mais la police décida qu'il s'était laissé emporter par sa colère et le relâcha avec un avertissement.
En 1937, Martha était de nouveau dans une situation financière très difficile. Peut-être aurait-elle pu continuer à assurer toutes les personnes qu'elle rencontrait et à en récolter les bénéfices. Sans jamais être découverte, mais elle changea de tactique et assura à la place les nombreux tableaux de valeur dans la maison qu'elle avait hérités de sa tante. Elle fit transporter quelques tableaux coûteux de la maison de sa tante vers un entrepôt au milieu de la nuit. Ensuite, elle déclara les tableaux volés et fit une réclamation pour les œuvres d'art disparues. La compagnie d'assurance, désormais méfiante, fit appel à la police. L'inspecteur Peters fut chargé d'enquêter sur l'affaire. Ironiquement, il avait déjà été l'enquêteur impliqué dans la réclamation pour la jambe amputée faite par les Marek des années plus tôt, et il soupçonnait une nouvelle escroquerie. Il fit le tour des entrepôts de Vienne et localisa rapidement les œuvres d'art cachées. Martha fut arrêtée et inculpée pour fraude. En lisant l'arrestation dans le journal, le fils de Madame Kittenberger se rendit à la police pour dire qu'il croyait que Martha avait empoisonné sa mère afin d'obtenir son argent d'assurance. Le détective Peters fit exhumer le corps de Madame Kittenberger ainsi que ceux d'Emile, de leur fille et de la grand-tante Suzanne Lowenstein. Les toxicologues rapportèrent de bientôt que tous avaient été empoisonnés au thallium, un composé chimique toxique rare découvert pour la première fois en 1861. C'est un élément métallique, mou, blanc et hautement toxique qui provoque la mort, d'abord par une paralysie lente des membres, puis finalement des organes internes. Toute défense que Martha aurait pu avoir en accusant d'autres personnes d'avoir administré le thallium fut annulée lorsque le chimiste qui lui avait vendu le poison fut retrouvé. Peters se souvint alors que Martha avait un autre enfant, un fils, et il retrouva rapidement le garçon placé en pension dans un quartier pauvre de Vienne. Il arriva juste à temps. Le garçon que sa mère avait récemment assuré était en train de mourir d'un empoisonnement au thallium. Il a été conduit d'urgence à l'hôpital et sauvé. Le procès de Martha pour meurtre s'est ouvert le 2 mai 1938. Comme une grande foule était attendue, le ministère de la Justice avait ordonné que les audiences se tiennent dans une grande salle du palais de justice. La presse avait décrit Martha comme le diable en jupon. Le procureur de l'État a essayé de la persuader d'avouer, indiquant qu'elle pourrait recevoir une peine plus légère si elle le faisait. Mais Martha a été une accusée spectaculaire et a déclaré qu'elle était innocente. Elle a répondu à toutes les accusations portées contre elle, et a nié tous les chefs d'accusation, mais les preuves contre elle ne pouvaient pas être surmontées par ces dénégations constantes. L'acte d'accusation couvrait 1400 pages et il y avait plus de 100 témoins à charge. L'un d'eux, un chimiste, a témoigné qu'elle lui avait acheté tellement de poison pour rats qu'il avait dû augmenter sa commande auprès du grossiste. Elle avait acheté de nombreux tubes de ce produit, et chaque tube, selon lui, suffisait à exterminer 70 rats. Plusieurs témoins ont déclaré l'avoir entendu dire, avant la mort d'Émile, qu'elle en avait assez d'être mariée avec lui. Eugénie Hillinger, une voisine, a déclaré que le jeune fils de Martha, Alphonse, lui avait dit « Je vais bientôt aller au paradis, ma mère me l'a dit ». L'explication de l'accusé quant au fait que Madame Kittenberger l'avait désignée comme bénéficiaire de l'assurance était qu'elle lui avait prêté de l'argent pour ouvrir une boutique de vêtements, et que la police d'assurance servait de garantie. Mais il aurait été prouvé qu'à l'époque, Martha n'avait pas d'argent à prêter, et Madame Kittenberger n'a jamais parlé du projet de boutique de vêtements à qui que ce soit. Herbert Kittenberger a témoigné que lorsqu'il a vu sa mère 5 jours avant sa mort, il voulait appeler un médecin, mais Martha avait apparemment fait venir son propre médecin qui a diagnostiqué un cancer. Ensuite, Herbert a voulu emmener sa mère à l'hôpital, mais il a dit que Martha l'en avait empêché jusqu'à ce que sa mère atteigne ce qui s'est avéré être ses dernières heures. L'État a résumé l'affaire le 19 mai, décrivant l'accusé comme un cobra en qui le diable réside.
Ils ont déclaré que l'acquittement injuste dans l'affaire de la jambe coupée avait été l'arrêt de mort pour 4 victimes d'empoisonnement. Le mobile des meurtres étranges commis par Martha était enraciné dans une cupidité pathologique d'une ampleur exceptionnelle. Elle a décidé très tôt de bien vivre, quel qu'en soit le prix, même si ce prix incluait des vies humaines. Les membres du jury et les 4 juges professionnels ont fait semblant de délibérer sur l'affaire, puis ils ont rendu le verdict de culpabilité. Martha a été condamnée à mort. La méthode d'exécution en Autriche en 1938 était la décapitation. Le 6 décembre, Martha Marek est montée sur l'échafaud à Vienne et s'est agenouillée sur le billot. Le bourreau a frappé sa victime bien plus précisément qu'elle ne l'avait fait 11 ans plus tôt, et elle est morte d'un seul coup de hache. Bonjour à tous et merci beaucoup d'avoir écouté cette affaire très étrange. Je trouve très étrange que quelqu'un veuille se couper la jambe juste pour toucher de l'argent d'assurance. Comme d'habitude, j'accueille vraiment tous vos retours et commentaires et je vous retrouve dans la prochaine affaire.